ravi de vous retrouver aujourd'hui pour échanger quelques mots autour de ce thème ô combien intéressant et d'actualité qui est l'économie circulaire, notamment dans le domaine des emballages. Je vais commencer à partager mon écran avec vous. Voilà. Avant de commencer, je voudrais remercier PAC Avenir, et en particulier Floriane Mélier et Sébastien Sylvestre, pour l'organisation de ce webinaire et l'opportunité de pouvoir partager 1 heure avec vous aujourd'hui. Alors, permettez-moi d'abord de me présenter en quelques mots. J'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle cumulée en recherche et développement, emballage, packaging, innovation et design, stratégie, leadership et management d'équipe. Et tout cela dans le cadre de groupes internationaux, dans l'ordre, ici, donc L'Oréal, vous voyez, Cadbury, Kraft Foods et Mondelez. Mon dernier poste ayant été le directeur Europe de Mondelez International pour l'ensemble des produits emballages pour les catégories présentes en Europe. Alors, j'ai fondé la société Nistio. Nistio est une société à taille humaine spécialisée en stratégie et innovation dans le secteur des biens de consommation courante, ce qu'on appelle plus couramment les FMCG et les CPG. Et l'objectif, c'est véritablement d'accompagner les entreprises sur les enjeux de croissance et de transformation business dans des domaines où j'ai cité quelques exemples ici. L'économie circulaire, bien évidemment, ça en fait partie. La stratégie packaging, la stratégie du département de la recherche et développement, mais également le management de changement et de leadership. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, en 30 minutes, c'est de vous parler de l'économie circulaire et de l'impact côté emballage. Commençons d'abord par le contexte, parce que je pense que ce contexte est extrêmement important. Indépendamment de l'aspect transition d'économie circulaire, on constate qu'il y a une augmentation globale de la population et bien évidemment des consommateurs et des acheteurs. À côté de cela, il y a évidemment une prise de conscience et un engagement croissant des consommateurs et des acheteurs sur un certain nombre de notions qui sont bien évidemment bien connues pour pas mal de sociétés qui sont en B2C. Il s'agit des notions comme la naturalité, le bon pour l'environnement, mais également le bon pour moi, le well-being, et puis évidemment une consommation responsable. À côté de cela, on constate également qu'il y a une présence de plus en plus forte des ONG pour combattre la pollution de l'environnement par les emballages, l'utilisation intensive et irraisonnée des ressources non renouvelables. Bien évidemment, le réchauffement climatique, ça en fait partie aussi. Et par rapport à cela, on voit que politiquement, l'ensemble des pays européens aujourd'hui, je me consacre uniquement aux pays européens, sont tout à fait alignés pour dire qu'il faudrait que cette situation cesse et qu'il y ait une prise de conscience accrue à ce niveau-là. Alors, à côté de cela, d'un point de vue économique, bien évidemment, on constate que la production aujourd'hui des matières premières plastiques est supérieure à celle des matières premières issues de la filière de recyclage. Que ce soit en France ou en Europe, cette filière reste sous-développée. Néanmoins, il faut savoir que la taille de marché des déchets d'emballage alimentaire est environ de l'ordre de 39 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 1/10 de la taille de marché de l'ensemble des emballages alimentaires. C'est énorme. Et ce marché-là va bien évidemment croître dans les années à venir. Et donc, c'est une source, bien évidemment, de compétitivité, en sans doute. Et à côté de cela, il y a un certain nombre de pratiques qui prennent de plus en plus d'importance, économiquement parlant. On peut bien évidemment penser à l'e-commerce, le commerce en ligne, et le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisation d'emballage
dans le cadre des commerces en ligne, mais également, on le voit avec le Covid, à quel point les emballages et la fonction barrière des emballages prennent de l'importance. Et donc, du coup, jusqu'à il y a quelques temps, il y avait un combat contre les emballages. Et aujourd'hui, finalement, on se dit bah, il faut peut-être revoir les emballages ou l'importance des emballages, notamment plastiques. Donc, on est dans un marché extrêmement dynamique et c'est ça qu'il faut retenir. Face à cela, bien évidemment, il y a des innovations, il y a des progrès technologiques et techniques au service de l'économie circulaire. On peut citer l'exemple de la société Loop, que vous connaissez certainement. En France, Carrefour est la première société à avoir signé un contrat de coopération avec Loop, l'objectif étant de réutiliser les emballages pour éviter à ce qu'il y ait une surconsommation d'emballages. Ça, on est plus dans le cadre d'une innovation business, mais néanmoins, à côté, il y a également toute une série d'innovations techniques, et je pense notamment à l'ensemble des monomatériaux qui voient le jour, contrairement aux matériaux multicouches, multilayers. Et derrière, bien évidemment, il y a toute une recherche au niveau des fonctions barrières nécessaires pour protéger les emballages. Et enfin, pour terminer sur cette partie contexte, nous sommes dans un cadre où il y a de plus en plus d'objectifs ambitieux d'un point de vue réglementation, que ce soit côté Europe ou du côté des pays européens, la France ayant pris le lead il y a quelque temps avec des objectifs extrêmement ambitieux. Alors, parlant d'objectifs, je vous ai fait un petit aperçu de ce qui existe et ce qui va exister d'ici 2040, vu à la fois sous la fenêtre de contraintes, mais également d'opportunités. Mon objectif aujourd'hui n'est absolument pas d'analyser le paysage réglementaire. Je ne suis pas expert en la matière. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont beaucoup plus experts que moi par rapport à ça. Et je suis persuadé que tous ceux aujourd'hui qui travaillent dans l'industrie connaissent ce paysage, le connaissent très très bien, pour ne pas dire qu'ils le connaissent par cœur. Néanmoins, ce qui est important de retenir par rapport à ce slide, c'est que entre maintenant et 2040, le paysage est extrêmement agité d'un point de vue réglementaire. Et donc, si on ne fait rien, eh bien, on risque d'être un follower du marché. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper toute une série d'innovations. Innovation au sens business, mais également innovation au sens technique, pour essayer de rester tout à fait en phase par rapport à ces contraintes réglementaires aujourd'hui qui vont de plus en plus, qui deviennent de plus en plus contraignantes. Alors, ce qu'on peut dire de l'ensemble de cette situation de réglementation, c'est que un point qui, à date, n'avait pas retenu l'attention des industriels et des États, c'est la fin de vie des emballages. Et cette fin de vie devient un enjeu économique majeur dans le cadre de l'économie circulaire et une transition à l'économie circulaire. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, la fin de vie doit être intimement intégrée à tout business model et tout au début de la phase de réflexion. Même pas après le design d'un produit, mais il faudrait que ça fasse partie véritablement du business model. Quand on parle de fin de vie, bien évidemment, on pense à l'aspect collecte, tri des emballages. On pense bien évidemment à la réutilisation, au recyclage. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la société Loop, qui s'inscrit tout à fait naturellement dans cette démarche. Et puis, la réintégration d'une partie ou de la totalité des collectes dans la chaîne de valeur, quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Néanmoins, il y a quand même quelques questions. Et à date, c'est pour ça que je pense beaucoup de sociétés ont du mal à intégrer la fin de vie dans leurs enjeux économiques. C'est d'une part l'implication du secteur privé versus public, qui fait quoi et d'où viendront les investissements nécessaires pour intégrer, pour donner vie à la fin de vie comme concept. Quel est le niveau de la responsabilité élargie des producteurs ? Je vous rappelle que la responsabilité élargie des producteurs existe en France depuis 1993, mais néanmoins, on pense
à changer et élargir ces niveaux de responsabilité. Pourquoi? Parce que il est considéré comme étant, comme pouvant être beaucoup plus efficace, en fin de compte. Et finalement, il subsiste également des questions sur la façon d'interagir avec les consommateurs. Donc là, dans un schéma B2C, bien évidemment, sous forme de taxes ou de bonus. Là, il y a différentes pratiques entre les différents pays européens. Mais c'est vrai que c'est une question cruciale. Aujourd'hui, il y a beaucoup finalement de retours de la part des consommateurs qui sont tout à fait alignés avec une démarche d'économie circulaire et de recyclage et recyclabilité des matériaux plastiques. Néanmoins, ils considèrent qu'ils n'ont pas à payer plus. Donc, il y a un niveau d'engagement, il y a un niveau de prise de conscience. Néanmoins, il faudrait que ça soit justifié en termes de proposition de valeur pour qu'ils acceptent de payer davantage. Donc, vous voyez, on est quand même sur des situations extrêmement compliquées. Alors, face à cela, habituellement, on entend parler d'un certain nombre de concepts, de réduire, de recycler, de réutiliser. C'est les fameux 3 R. Alors, il y a des sociétés, des entreprises qui ont 4 R. Ça peut aller jusqu'à 7 R. Il y en a 2 de plus en général, les fameux redesign et réparer. C'est vrai, tout ça, ça existe, mais ça reste relativement conceptuel. On voit ça dans les engagements de pas mal d'entreprises sur leur page RSE, c'est ce qu'ils mettent en avant. Néanmoins, la vraie question, c'est comment faire pour avoir une vraie stratégie de changement et comment mettre ça, comment orchestrer ces changements pour que ça soit efficace. Alors, moi, ce que je souhaite partager aujourd'hui avec vous, c'est tout d'abord quelques notions que je considère comme étant extrêmement importantes dans le cadre d'un changement. Et l'économie circulaire est un changement. C'est un bouleversement du paysage économique, c'est un bouleversement d'un point de vue consommateur. Et de ce point de vue-là, il faudrait qu'on le considère sous 3 aspects complètement différents qui sont mentionnés ici sur ce slide. Tout d'abord, comme tout changement, il faut prendre en compte l'aspect leadership de changement, le fameux change management. Ce change management nécessite à ce que les entreprises puissent avoir une vision stratégique de ce qu'ils souhaitent mettre en avant, ce qu'ils souhaitent mettre en place, et un engagement de l'ensemble des équipes au-delà d'une démarche RSE qu'on peut voir dans pas mal de sociétés, mais qui n'intègre pas véritablement une démarche stratégique pour les emballages et pour l'économie circulaire. Ce que j'entends, moi, par une vision stratégique de changement, c'est bien évidemment la prise en compte des attentes de l'ensemble des parties prenantes, y compris des consommateurs quand on est en B2C ou des clients quand on est en B2B. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul, il faut le faire dans le contexte d'une chaîne de valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Bien évidemment, l'engagement de la hiérarchie et le fait que la hiérarchie donne le cap, ça devient quelque chose de primordial dans le succès de ce leadership de changement. Il faut définir des objectifs SMART, donc des objectifs spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et délimités dans le temps. On ne peut pas juste se mettre un objectif de réduction d'emballage sans que ça soit clair pour les équipes de la façon dont ils doivent orchestrer ça et agir, véritablement travailler le changement. Il faudrait bien évidemment la mobilisation de l'ensemble des fonctions derrière de ces objectifs communs. On voit souvent des entreprises qui considèrent que l'économie circulaire, dans le cadre des emballages, est l'affaire juste de la recherche et développement, de la R&D. Et donc, bien évidemment, il faut avoir une fonction qui mène le jeu, mais à côté, il y a des implications d'un point de vue supply chain, d'un point de vue manufacturing, et il faudrait que tout le monde soit aligné sur la façon d'avancer sur ces objectifs-là. Et ça revient par rapport au premier point où les attentes de l'ensemble des parties prenantes doivent être prises en considération avant de commencer ce changement.
Bien évidemment, la notion des ressources est primordiale, que ce soit des ressources hommes ou ressources investissement. On se rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont plutôt dans le cadre d'une activité B2B, pour lesquelles un investissement, un changement de cap, changement de matériaux et donc, investissement pour pouvoir mettre en place ces changements-là peut s'avérer relativement lourd. Donc ce sont des choses qu'il va falloir travailler véritablement avant de se lancer dans ce leadership de changement et dans ces objectifs de changement. Et en fin de compte, la communication, que ce soit en interne auprès des équipes ou en externe, notamment vis-à-vis des consommateurs et des acheteurs, c'est un élément clé parce que les consommateurs ou les clients doivent comprendre où vous allez et comment vous allez y aller. Sinon, à un moment donné, ils se désengagent faute de ne pas pouvoir comprendre vos objectifs d'un point de vue transition économie circulaire. Alors, le deuxième volet, c'est l'impact business model. L'économie circulaire, c'est à contrario d'une économie linéaire, d'une transition linéaire, ça chamboule complètement souvent le business model d'un certain nombre d'entreprises. Le fait qu'on ne puisse plus utiliser des emballages à usage unique, ça mène à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire désormais. On voit tout de suite l'impact d'un point de vue business model. Et pour ça, il est très très important à ce qu'il y ait une compréhension de l'impact des propositions de valeur de l'entreprise pour les clients et les consommateurs, à ce que les entreprises puissent dans tout changement comprendre quels bénéfices ils vont apporter à leurs clients ou consommateurs, puisque en fin de compte, l'économie circulaire, c'est un changement de comportement pour les consommateurs et les clients. Donc, quelque part, ça peut se comparer à une innovation disruptive, à une innovation de rupture d'un point de vue business model. Et qui dit innovation de rupture dit accompagnement des consommateurs et des clients dans leur adoption de comportement. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Ne faites pas de changement sans vos clients, faites-le avec vos clients. Alors, bien évidemment, l'équation de profit, c'est un élément qui doit être pris en compte très très tôt. On ne peut pas mettre en place un changement si ce n'est pas profitable pour l'entreprise. Une entreprise est là pour générer des profits et donc du coup, tout changement, que ce soit même d'un point de vue réglementaire, doit à un moment donné permettre à l'entreprise de s'y trouver à la fois au niveau de la croissance top line, mais également de ses marges et de ses profits. Ce qui mène bien évidemment à la question de l'architecture de valeur et la façon dont ces changements seront exécutés au sein de l'entreprise, l'impact supply chain, l'impact distribution. Ce sont des points qui ont tout à fait leur place dans une étude de business model. Pour un certain nombre d'entreprises, l'économie circulaire risque de se traduire par une diversification de portefeuille. Alors, est-ce qu'il faut voir ça comme une contrainte ou un avantage? Moi, personnellement, je considère ça comme un avantage parce que du coup, ça permet d'aller plus vers une notion de service, alors qu'on était énormément sur une notion de produit. Et à partir de là, on voit par exemple aujourd'hui dans le cadre des stations refill qui commencent à être de plus en plus visibles dans des magasins. Vous avez des sociétés comme P&G qui commencent à réfléchir à des cosmétiques en refill. Donc voilà une notion qui est très importante. On s'attarde davantage sur l'aspect usage d'un produit plutôt que le fait de le posséder. C'est complètement différent. Mais ça, c'est une réflexion stratégiquement importante à mener quand on fait des changements de cet ordre-là. Et enfin, qui dit business model dit nouvelle collaboration. Du fait que la fin de vie prenne de l'importance, à un moment donné, il est tout à fait légitime de se demander s'il ne faut pas avoir des alliances nouvelles au sein de la chaîne de valeur. Dans quelle mesure on peut travailler avec les acteurs qui se trouvent en amont de cette chaîne de valeur
à la fois en matière de contribution contribution collecte, mais également valorisation de l'ensemble de ces produits en fin de vie pour en faire de nouvelles matières premières. Enfin, le troisième volet de ce changement, c'est l'aspect gestion technique. Bien évidemment, aujourd'hui, dans le domaine des emballages, on fait face à un changement technique, à beaucoup d'innovations. L'exemple le plus évident, c'est le passage en monomatériaux tout en préservant les fonctions barrières. Donc, un des aspects, un des critères de réussite, c'est la capacité à pouvoir innover, mais également à gérer l'innovation. Il y a des sociétés qui ont des forces internes, des ressources internes en matière d'innovation. Et ben, ça, c'est le moment, effectivement, de pouvoir leverager ces équipes-là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on est dans un modèle où on peut compter sur ses propres ressources. Bien évidemment, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de mieux intégrer ces contraintes pour les transformer en opportunités. Ça nécessite également à ce qu'on mette en place une démarche éco-conception dans ces principes de gestion de l'innovation et gestion de projet. La fin de vie ne devrait pas être un élément perdu dans une gestion de projet, mais il faudrait véritablement que ça soit discuté tout au début, quand on est dans la phase de réflexion sur un nouveau produit. Et donc, vous voyez, là, il faut également être en mesure de pouvoir intégrer ça et absorber ça au sein des équipes techniques et au sein des équipes design. Bien évidemment, l'excellence en matière de faisabilité industrielle, que ce soit en interne ou pour ses clients. Souvent, dans les modèles B2B, les clients disent moi, j'aimerais bien pouvoir changer, néanmoins, faites en sorte à ce que j'ai limite zéro investissement supply chain. Je voudrais que les nouveaux matériaux puissent tourner sur mes lignes existantes. Alors, équation souvent difficile, mais ça traduit quand même une réalité qui est extrêmement importante. Pour pouvoir favoriser l'économie circulaire, il faut bien travailler cet aspect innovation, pas uniquement d'un point de vue fonctionnalité, mais également d'un point de vue faisabilité industrielle, pour que dans la mesure du possible, cela puisse limiter les investissements pour vos clients, de telle sorte qu'ils puissent facilement intégrer ces changements dans leur chaîne de production. Je vous ai parlé, dans le cadre de business model, de collaboration au sein de la chaîne de valeur, mais cette notion de collaboration reste également valable quand il s'agit de gestion technique. On ne peut pas tout avoir et on ne peut pas tout savoir, on n'a pas forcément toutes les compétences en interne. C'est là où il devient extrêmement important de pouvoir compter sur son réseau dans la chaîne de valeur pour pouvoir aller chercher d'autres compétences et mettre en place des partenariats de façon complémentaire pour pouvoir mieux gérer techniquement la transition à l'économie circulaire. Enfin, pour finir sur ce volet-là, la gestion de la qualité et des performances d'usage pour les clients et consommateurs est un point extrêmement important. On ne peut pas dire qu'on a un produit qui est compliant économie circulaire, mais qui va en contrepartie perdre en qualité ou en performance. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Donc, concrètement, comment on peut mettre cela en place? Moi, j'ai une proposition en 3 étapes que je partage avec les entreprises avec lesquelles je travaille. Dans un premier temps, il s'agit de simplifier, standardiser et harmoniser votre portefeuille de propositions de valeur. Alors, l'idée est très simple. Quand on a 1000 recettes, 1000 formules ou 1000 produits dans son portefeuille, eh ben, vous imaginez, il faut changer peut-être les 1000. Ce qui est énorme. Ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Donc, c'est peut-être le moment de faire, comme on dit, un peu de house cleaning. En fin de compte, c'est de se poser un certain nombre de questions clés, stratégiques, business, sur la pérennité de portefeuille des propositions de valeur de l'entreprise. Des questions du genre, est-ce que l'ensemble des propositions de valeur sont nécessaires à son succès? Est-ce que l'ensemble de ces propositions de valeur répondent aux attentes
des clients ou des consommateurs, quelles sont les propositions de valeur qui permettent de gérer 80% du chiffre d'affaires, la fameuse règle de 80-20, et lesquelles des propositions de valeur ne garantissent pas une marge appropriée pour l'entreprise. Je pense que c'est extrêmement important, dans la mesure du possible, de faire ce nettoyage-là, parce que derrière, ça simplifie le changement. Et donc, ça permet d'aller plus vite. Parce que ce qui est quand même important, c'est la route to market pour l'ensemble des entreprises, qu'on soit en B2B ou en B2C. Alors, une fois qu'on a fait ce travail de business, après, c'est plus un travail technique où il s'agit de se focaliser sur les spécifications fonctionnelles et l'élimination de superflus. C'est un travail qui s'apparente à une analyse de valeur ou d'autres diront à un travail qui est tout à fait comparable à des cas d'innovation frugale, à savoir, est-ce que tout ce que j'ai dans une spécification sont absolument nécessaires par rapport aux performances attendues, que ce soit d'un point de vue client, manufacturing, donc manufacturing interne, mais également manufacturing pour mes clients et consommateurs, mais également logistique. Et donc, dans la mesure du possible, essayer d'avoir des produits qui sont extrêmement lean côté emballage, que ce soit l'emballage primaire, secondaire ou tertiaire. Ce travail-là, encore une fois, c'est très très utile parce que le fait de passer en spécification qui intègre la notion de performance, eh bien évidemment, ça permet d'éliminer le superflu. Et à partir de là, on peut être extrêmement clair sur les besoins quand on discute avec ses propres fournisseurs. Et enfin, une fois qu'on a fait ce travail-là, là, on est tout à fait prêt pour envisager un redesign qui intègre la notion d'éco-conception. Donc là, on rentre tout à fait dans des considérations techniques en termes de redesign monomatériaux, recyclage, la recyclabilité de mes emballages, le pourcentage de matière recyclée que je peux intégrer dans mes emballages. Si je suis en B2C et que je fais une éco-conception, je peux réfléchir à du refill de l'unité conso, l'exemple de P&G que je vous donnais tout à l'heure. Bien évidemment, l'ensemble des optimisations de volume ou l'optimisation de poids, ce sont des choses qu'il faut envisager même en absence de l'économie circulaire, mais ces deux points prennent complètement leur importance dans le cadre d'une transition circulaire parce que ça permet de réduire l'impact CO2 sur l'ensemble des emballages qu'on met sur le marché. Alors, tout cela n'est possible que si on est en mesure de pouvoir utiliser des data dans les prises de décision. Et donc, du coup, on voit tout de suite l'importance de pouvoir générer des data fiables, quelle que soit l'étape de ce travail. Et notamment, un point sur lequel j'insiste énormément, c'est l'aspect data client-consommateur. C'est-à-dire, pendant toute cette phase de redesign, il faudrait garder le consommateur en tête. Il faut refaire le design avec le consommateur, générer un maximum de données sur l'acceptabilité consommateur et les raisons pour lesquelles les consommateurs vont adhérer à ces nouveaux concepts que vous mettrez sur le marché. Donc, un travail qui n'intègre pas l'aspect data, c'est un travail qui risque de rencontrer pas mal d'échecs. Donc, gardez ça en tête, je pense que c'est un point extrêmement important, du moins de mon point de vue. Alors, une fois qu'on a dit ça, par matériau, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à faire et comment est-ce qu'on peut le faire. Si je commence par un certain nombre de matériaux présentés sur ce slide, que ce soit du verre, des métaux, les palettes, les cartons, le bois, on est sur des matériaux qui sont recyclables, recyclés, réutilisables. Il y a déjà une filière de recyclabilité en place. Donc, ce qui peut être envisagé dans ce cas-là, il ne faut pas se contenter de dire moi j'ai un matériau qui est compliant donc je n'ai rien à faire, c'est faux. Il faut penser à augmenter le pourcentage de recyclés et de réutilisables. Il faut optimiser le design contenu-contenant. Il faut continuer à faire ce travail de réduction de poids, parce que ne perdez pas de vue l'aspect impact CO2, et ça c'est un point important.
Et enfin, il faut envisager d'optimiser les palettes. Souvent, je constate que les palettes ne sont pas optimisées, et ça, c'est un point qui peut être extrêmement important dans ce cas de figure par rapport à ce genre de matériaux. Quand on est sur le plastique, le cœur du sujet, alors les avantages qu'on a, c'est d'avoir des matériaux qui sont légers. On a la fonction barrière, notamment quand on parle d'emballage alimentaire. Et puis, l'histoire de positiver, on a quand même un certain nombre de matériaux qui sont recyclables, comme le PET. Donc là, les initiatives à considérer sont plus le passage en monomatériaux versus multimatériaux, tout en préservant les fonctions barrières et les performances attendues pour les clients et en manufacturing. C'est le choix des plastiques recyclables. Il y a aujourd'hui un certain nombre de plastiques qui sont recyclables, mais pour lesquels les filières de recyclabilité n'existent pas. Bon, c'est soit j'investis dans une matière qui est recyclable et recyclée, soit je contribue à la mise en place d'une filière de recyclabilité. Mais c'est un choix et ça dépend de chaque entreprise. Il faut, dans le cadre de ces matériaux-là, considérer à augmenter la quantité de recyclé dans le produit fini, sans bien évidemment impacter les performances attendues. La notion de collecte, de tri et de recyclage, ben on en a parlé, c'est quelque chose qui est inexistant. Et à un moment donné, on peut toujours se dire que ce n'est pas de mon ressort et de mes responsabilités. Mais néanmoins, si on innove, je pense que c'est là où, stratégiquement, c'est également important de considérer une innovation au niveau du tri, collecte et recyclage, afin de pouvoir récupérer ces ressources dans ses propres produits. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue l'efficience industrielle quand on commence à utiliser des matériaux recyclés dans ses propositions de valeur. Il faut que ça soit de telle sorte que ça n'impacte pas la faisabilité industrielle. Alors, quand on parle emballage et l'économie circulaire, il ne faut pas oublier les équipements. Il y a également beaucoup d'équipements qui sont utilisés et à juste titre. Ces équipements-là présentent l'avantage d'être réutilisables et on peut leur donner une seconde vie, voire même une troisième vie. Donc ça, c'est très bien, ça existe déjà. Il y a déjà un marché d'équipements d'occasion. Sur pas mal d'équipements, il est possible de faire des modifications. Par contre, les questions à se poser et les choix, c'est plus au niveau de la flexibilité des opérations versus cadence. C'est l'optimisation des ressources. Il faut continuer à travailler sur l'optimisation des ressources et réduction des déchets industriels. On voit aujourd'hui les pièces de rechange et l'obsolescence programmée, ce sont des notions qui prennent de plus en plus d'importance. Donc, quand on est plus du côté équipement et quand on est équipementier, ben, je pense que l'avenir, c'est plus dans le fait d'avoir des pièces de rechange garanties pendant un certain nombre d'années, ce qui permet d'augmenter la durée de vie d'un équipement. On voit dans un tout autre domaine la marque Reventa, par exemple, qui continue à garder pendant 10 ans. CEP, c'est pareil, CEP qui maintient pendant 10 ans des pièces de rechange pour leurs équipements B2C. Enfin, il y a la notion d'équipement versus service, qu'on se disait tout à l'heure. Beaucoup d'équipementiers peuvent se demander s'il n'y a pas intérêt à un moment donné à valoriser leurs équipements sous forme de prestation de services proposées à leurs clients. Enfin, pour tous ceux qui sont dans le cadre de B2C, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a possibilité de moduler ou de modifier la nature des matériaux ou le design, dans un certain nombre de cas, de passer du plastique au papier, par exemple, avec l'ensemble des limitations que cela impose. Et les marques ont l'avantage de pouvoir bénéficier de la notoriété de la marque auprès des clients et consommateurs. Néanmoins, il y a de vrais enjeux ici. C'est l'élimination du superflu, c'est l'augmentation du pourcentage de recyclés dans leur design. Il y a tout un travail de redesign de l'unité de consommation à envisager pour que ça soit... On voit souvent des produits avec beaucoup d'espace de tête et les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles à ces points-là. Donc, il faut penser à optimiser ces designs tout en minimisant l'impact côté manufacturing. Et la notion de produit versus service, encore une fois, prend énormément d'importance dans ce domaine-là.
En France, il n'y a pas encore une prolifération des magasins qui vendent en vrac, mais ça va venir sous l'effet de la réglementation. C'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance. Quand on fait tous ces changements, un point de vigilance, bien évidemment, surtout quand on est en agroalimentaire, bah, c'est l'aspect qualité, l'hygiène et bénéfice client. On ne peut pas à un moment donné se permettre de vendre un produit qui n'est pas compliant d'un point de vue qualité et hygiène. Et surtout, si à un moment donné, les bénéfices clients sont perdus sous prétexte de l'économie circulaire. Donc, ou alors, il faut véritablement travailler avec les clients pour essayer de comprendre quels sont les avantages qu'ils attendent d'un produit. Mais ce sont des points qu'il va falloir intégrer très tôt dans l'aspect éco-design. Alors, intéressons-nous maintenant rapidement sur la chaîne de valeur. Il y a beaucoup de points de pression dans cette chaîne de valeur et ces points de pression diffèrent en fonction de là où on se trouve dans cette chaîne de valeur. Alors, j'ai pris ici l'exemple classique d'une chaîne de valeur FMCG où on voit le flux business de gauche vers la droite. Néanmoins, on se rend compte que la pression business, la pression de l'économie circulaire et de recyclabilité est davantage de droite vers la gauche. C'est-à-dire, un porteur de marque, un propriétaire de marque va davantage frapper à la porte de ses fournisseurs pour leur demander des matériaux recyclés, lesquels fournisseurs vont travailler avec leurs propres fournisseurs pour voir dans quelle mesure ils peuvent proposer des innovations matériaux de telle sorte que le pourcentage de recyclés soit de plus en plus important. Alors, ça, c'est une notion importante. Et là-dedans, forcément, ça fait appel à des techniques complètement différentes et des propositions de valeur complètement différentes. Quand on est sur les deux extrémités B2B, bien évidemment, on est plus dans de l'innovation technique, que ce soit au niveau des matériaux, des encres, des adhésifs, ou en notion de service B2B. Et puis tout à fait à droite, vous imaginez bien, on est plus dans des gestions techniques de tri, de collecte et de recyclage. Alors quand on est en B2C, la pression est davantage côté acceptabilité consommateur-acheteur. Donc, on se focalise bien évidemment sur les matériaux, mais on est davantage sur le redesign de l'emballage, recours à des matériaux alternatifs et la vente en vrac. Néanmoins, ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que le passage à une économie circulaire impose de nouvelles collaborations et d'alliances. Quand on est fournisseur, à un moment donné, ne serait-ce que pour pouvoir générer des données, vous vous souvenez, je parlais des data et de l'importance des données, il faut aller au-delà simplement de ce que mon client, peut me fournir comme information. Il faudrait que j'aille frapper à d'autres portes et des fois envisager des collaborations beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur, aller voir du côté de fin de vie et les acteurs de fin de vie pour envisager à un moment donné des alliances, ce qui permet de mieux comprendre la façon dont on peut valoriser les déchets. C'est la même chose côté imprimeur-converteur. Il faut s'intéresser davantage à des produits finis, à la valorisation de ces produits finis, et notamment dans ce cas-là, la façon dont les consommateurs considèrent l'économie circulaire et l'importance des recyclés dans un produit fini. Et quand on est un acteur de fin de vie, il faut davantage se rapprocher des distributeurs et des détenteurs de marques, parce que c'est là où on peut travailler avec eux. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est avec eux qu'on va pouvoir travailler sur la valorisation de ces déchets. Aujourd'hui, quelque chose qui est encore sous-développé, comme je l'expliquais tout au début. Pour finir, je pense qu'il y a 4 points pour moi qui sont importants. Tout d'abord, l'économie circulaire, c'est un avantage compétitif, quand bien même aujourd'hui, il y a le poids de la réglementation et les changements sont davantage drivés par la réglementation. Mais si on est innovateur, on peut transformer cette contrainte en opportunité. Et c'est ça qui est très, très important. Néanmoins, il faut se donner les moyens, et notamment les data, et la compréhension des besoins des différents acteurs
dans la chaîne de valeur constitue un levier de différenciation majeur. Donc, il faut intégrer des data dans l'ensemble des décisions et des prises de décision. L'économie circulaire et la transition à l'économie circulaire incitent à envisager d'autres types d'alliances que les alliances ou les collaborations qui existaient dans une chaîne de valeur linéaire. Et enfin, quoi qu'on fasse dans le cadre d'une économie circulaire, il faut penser à l'excellence opérationnelle et l'aspect coût, puisque, encore une fois, toute entreprise se doit d'avoir un business qui marche, un business qui permet une croissance de chiffre d'affaires, mais également qui soit rentable pour l'entreprise. Je finirai sur ce mot-là que j'aime beaucoup. Finalement, ce n'est pas avec le même état d'esprit qu'on a créé le monde actuel, qu'on va pouvoir changer ce monde. Il faut mettre de côté les réflexes mentaux et changer de perspective pour regarder la situation différemment. Et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui que nous demande l'économie circulaire. Et c'est une mine d'opportunités à explorer. Voilà ce que je voulais vous proposer pour le webinaire d'aujourd'hui. Bien évidemment, pour aller plus loin, il y a la possibilité de profiter des offres d'accompagnement sur mesure auprès de la société Nistio. Je vous invite à regarder le lien www.nistio.com, mais également l'ensemble des formations continues qui sont proposées par PAC Avenir, dont 4 ici qui sont en lien avec les emballages et l'économie circulaire. Les inscriptions sont encore ouvertes et elles peuvent se faire sur le site internet de PAC Avenir sous l'onglet formation. De mémoire, Floriane nous le confirmera tout à l'heure, mais rendez-vous sur le site, voilà, sur le site internet de PAC Avenir pour profiter de ces formations continues. Voilà, merci de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour les questions. Merci Peyman pour votre intervention, votre présentation. Est-ce que dans l'audience, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Donc n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. C'est concernant le délai entre la prise de conscience, le temps que prend le changement, le change management et la capacité de l'entreprise à être profitable dans cette démarche. Parce que ça implique quand même un changement aussi bien dans la culture, dans la manière de travailler, sur les outils, sur les équipements, sur la manière de vendre aussi. Donc ça implique quand même un long délai. Ou est-ce que vous avez déjà expérimenté une idée qui est arrivée rapidement sur le marché? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fin de compte, vous voyez, là, il ne s'agit plus d'un changement technique, encore une fois. On est tout à fait, comme vous l'avez souligné, dans le change management. Vous avez des entreprises qui intègrent cette notion d'innovation, de force de proposition, d'agilité et la résilience au changement. D'autres qui sont un peu plus réfractaires. Donc, je pense que quelque part, ça dépend vraiment des entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont pas attendu les réglementations pour essayer d'anticiper un maximum ces changements-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas la loi du plus fort qui s'impose, mais la loi du plus agile. Donc, si vous faites partie d'une entreprise qui est très, très consciencieuse de l'aspect changement, de l'anticipation du changement et innovation en matière de changement, je pense que c'est quelque chose qui peut aller relativement vite, toutes choses égales par ailleurs. En revanche, quand on est dans des cas de figure où finalement on demande à une seule fonction de faire l'ensemble des changements nécessaires pour le compte de l'entreprise, mais qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de support, et finalement c'est considéré comme un projet parmi d'autres, ça devient extrêmement difficile et avant même d'envisager un changement technique, il faut déjà envisager un changement des mentalités. Et ça, malheureusement, ça dépend fortement de la culture d'entreprise
et le fait que derrière, il y ait une vision claire et qui soit drivée par la hiérarchie et à tout niveau de l'entreprise. Bonjour, Christophe Richon, Société Nexens. Je voulais savoir s'il existait des données, des informations ou simplement votre connaissance par rapport à la perception de l'emploi de matières recyclées dans l'emballage. La perception par les clients, s'entend. Alors, client B2B ou client B2C consommateur, vous entendez? C'est plutôt le B2B qui m'intéresse. B2B. Alors, moi, j'ai un certain nombre d'informations et data sur l'acceptation B2C. Sur le B2B, j'ai moins de data, en revanche. Ce qui est aujourd'hui, ce qui ressort d'un certain nombre d'articles que je vois passer, c'est que les entreprises sont prêtes à changer. Néanmoins, on fait face à un gros problème de l'offre et de la demande, déjà à la base. C'est-à-dire, comme je le soulignais tout à l'heure, des matières, la valorisation des déchets aujourd'hui n'est pas tout à fait à la hauteur et le volume n'est pas suffisant. Donc, une entreprise qui veut commencer à travailler sur cet aspect d'incorporation de recyclés dans ses produits, finalement, fait face à une pénurie de matériaux, pour commencer. Donc, je pense que c'est vraiment le premier point, c'est la première barrière à réussir à faire sauter. Ensuite, ayant été dans cette situation d'industriel, je peux partager mon expérience. Souvent, la question qui vient sur la table, quand on discute avec un fournisseur, c'est « j'ai pas de souci à avoir des matériaux recyclés dans ce que vous me vendez, à partir du moment où les performances sont assurées ». Donc là, on est dans un débat qui consiste à dire est-ce que moi, fournisseur, je connais et je suis au courant des performances que vous attendez, dont vous avez besoin en tant que client. Et dans quelle mesure je peux assurer ces performances quand je commence à changer les matériaux que j'utilise. C'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir travailler et imaginer et designer l'éco-conception avec vos clients et non pas dans l'absolu, en introduisant des pourcentages de recyclés qui, à un moment donné, risquent effectivement, ça peut très bien marcher, mais risquent de ne pas satisfaire vos clients d'un point de vue performance, que ce soit industriel ou d'usage. Merci. Bonjour, Jean-Mathieu Brouillat, Société Legatech. L'économie circulaire, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait un cadre défini et réglementaire. Et donc, nous, on travaille beaucoup dans le cadre Citeo-Cotrep, parce qu'avec l'économie circulaire, on peut faire plein de choses et on peut faire beaucoup de marketing, mais il faut quand même qu'il y ait une réalité terrain. En dehors de Citeo et Cotrep, lesquels conseillez-vous? Alors, par rapport à quoi? Par rapport à l'aspect réglementaire ou le cadre dont vous parlez? Si on dit on veut faire de l'économie circulaire, alors nous, on est en plasturgie, mais on peut imaginer des tout PE, des tout PP, on peut partir sur du biodégradable et tout. Après, il faut des filières qui soient reconnues suivant les pays. Donc, quelque part, on peut se dire, tiens, je vais remplacer le plastique par de l'emballage hybride papier-plastique. Est-ce que c'est vraiment de l'économie circulaire? Est-ce que c'est vraiment intelligent? Comment on peut le savoir? Quel est l'outil qui permet de dire oui, on a bien fait et on ne s'est pas trompé? Alors, vous avez également l'ADEME, je pense, parmi les organismes à citer. Il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'organismes qui ont un rôle de conseil, notamment en fournissant les données réglementaires, que ce soit au niveau France ou au niveau Europe, et puis d'accompagnement. Face à cela, vous avez également le consortium des industriels, notamment, je pense, dans la plasturgie, ça existe également. Ce qui est, pour moi, aujourd'hui certain, c'est que à un moment donné, oui, vous avez les sources d'information sont multiples. Et ces sources d'information-là sont disponibles auprès des organismes que vous avez cités. Quant au choix des matériaux et des décisions à prendre,
je pense qu'il y a deux distinctions à avoir pour moi. Il y a, d'un point de vue réglementaire, comment je fais pour devenir compliant, puisque vous avez vu, il y a un cadre légal qui est en place, et puis vous avez des contraintes dans le temps. Donc, comment je fais et quels sont les moyens à mettre en place pour ne pas être embêté avec la réglementation? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que les solutions que je mets en place sont viables d'un point de vue économique, finalement? Et est-ce que je peux continuer à travailler dans le cadre de ces solutions-là, ou à un moment donné, j'ai besoin d'envisager une diversification de mes activités, de mes portefeuilles? C'est exactement ce que vous citiez tout à l'heure. Passage, je pense que quand on est dans la continuité des emballages, passage d'un PP non recyclé à un PP recyclé, ça, a priori, ça ne devrait pas poser de problème pour les clients, ni pour le business. Par contre, le fait de se dire, comme un certain nombre d'entreprises qui l'envisagent, je travaille aujourd'hui dans le plastique, mais je vais envisager maintenant de produire du papier avec une fine couche de coating, ce qui me permet de passer outre les problèmes de réglementation. C'est quand même un changement majeur pour l'entreprise, c'est tout un savoir-faire, c'est des investissements. Donc, je pense que ça nécessite un regard détaillé avant d'envisager ce genre de changement. Maintenant, pour revenir véritablement à votre question, encore une fois, avec quel organisme travailler, je pense que vous avez pas mal d'organismes. Les organismes que vous avez cités, moi je trouve que ce sont de bonnes sources d'informations. Moi, personnellement, le problème que je vois, ce n'est pas tellement les organismes, c'est l'interprétation des contraintes aujourd'hui réglementaires. J'ai l'impression que entre les lois européennes, les réglementations européennes, les réglementations de pays, des fois, il peut y avoir des discordances. Et très probablement, c'est plutôt là où ça serait intéressant de pouvoir travailler de façon chirurgicale avec un certain nombre d'organismes pour s'assurer de ne pas, de bien intégrer ces contraintes réglementaires. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ok, non, c'est clair, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, écoutez, Payman, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie au nom de PAC Avenir pour votre présentation. On aura d'autres webinaires à venir dans d'autres thématiques, dont un qui sera la semaine prochaine, le 2 février, via le réseau EPN de l'ESEPAC, sur une thématique tout à fait différente qui est les outils pour se mettre à la portée de l'autre et bien manager. Donc, je vous invite à nous contacter pour vous renseigner. Et Payman, c'est à vous. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup à l'ensemble des participants aujourd'hui. Merci pour vos questions. Merci pour avoir écouté ce webinaire. Et également, merci à PAC Avenir, à vous-même, Floriane et Sébastien, pour, encore une fois, cette organisation. Et au plaisir de pouvoir vous retrouver pour un autre webinaire. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.